l'année 613. Dans la petite ville de Renève, en Côte d'Or, une vieille femme de près de 70 ans va connaître l'une des morts les plus atroces de l'histoire de France. Cette femme n'est pas n'importe qui. C'est Brunehaut, reine des Francs, qui a régné pendant plus de 30 ans sur les royaumes d'Austrasie et de Bourgogne. Son crime ? Avoir défié pendant des décennies l'ordre établi et s'être dressé contre la barbarie de son époque. Brunehaut naît vers 547 en Espagne wisigothe. Elle est la fille d'Athanagild, roi des Wisigoths, un souverain puissant qui règne sur l'un des royaumes les plus raffinés d'Europe. Contrairement aux cours franques souvent primitives, l'Espagne wisigothe conserve les traditions romaines. Administration structurée, justice codifiée, culture lettrée. Brunehaut grandit dans ce monde civilisé, apprenant à lire et à écrire, ce qui est exceptionnel pour une femme de l'époque, même de sang royal. En 566, alors qu'elle a 19 ans, Brunehaut quitte l'Espagne pour un voyage de 2000 km qui va changer sa destinée. Elle se rend à Metz pour épouser Sigebert Ier, roi d'Austrasie. Ce mariage n'est pas un coup de foudre, mais un calcul politique froid. Sigebert veut se distinguer de ses frères qui ont épousé des femmes de basse extraction ou vivent avec leurs concubines. Lui veut une vraie reine, de sang royal. Pour Brunehaut, ce mariage représente un sacrifice considérable. Elle doit abjurer sa foi arienne pour se convertir au catholicisme. L'arianisme, cette branche du christianisme qui nie la divinité du Christ, est sa religion depuis l'enfance. Mais les nécessités politiques l'emportent sur les convictions personnelles. Le royaume qu'elle découvre en arrivant en Austrasie la choque profondément. Les Francs sont encore largement des barbares. La violence règne en maître. Les assassinats politiques sont monnaie courante et la justice se résume souvent à la loi du plus fort. Brunehaut, formé dans la tradition romaine, rêve d'apporter un peu de civilisation à ce monde sauvage. Brunehaut donne 3 enfants à Sigebert, Ingonde et Clodoswint, ses filles, et surtout Childebert, son fils, né en 570. Elle s'adapte progressivement à sa nouvelle vie, utilisant son influence pour placer ses protégés aux postes clés. C'est ainsi qu'elle favorise l'ascension de Grégoire de Tours, qui deviendra l'un des chroniqueurs les plus importants de l'époque. Mais un drame va bouleverser sa vie et plonger le royaume franc dans 4 décennies de guerre civile. Sa sœur Galswint épouse Chilpéric, le demi-frère de Sigebert et roi de Neustrie. Chilpéric a déjà une concubine, Frédégonde, une ancienne servante d'origine modeste qui brûle d'ambition. Cette femme sans scrupules ne supporte pas d'être reléguée au second plan par l'arrivée de la princesse wisigothe. En 568, Galswint est retrouvée morte étranglée dans son lit. Officiellement, il s'agit d'un accident ou d'une mort naturelle. En réalité, tout le monde sait que Frédégonde a organisé l'assassinat pour épouser Chilpéric et devenir reine de Neustrie. Quelques jours après les funérailles, Chilpéric épouse effectivement sa concubine. Brunehaut est folle de rage. Sa sœur bien-aimée a été assassinée par cette ancienne servante qui ose maintenant porter le titre de reine. Selon la tradition germanique de la Fède, l'honneur familial exige vengeance. Brunehaut pousse son mari Sigebert à déclarer la guerre à Chilpéric pour venger Galswint et récupérer sa dot. C'est le début d'une guerre impitoyable entre l'Austrasie de Brunehaut et la Neustrie de Frédégonde. Les 2 femmes vont s'affronter avec une haine viscérale pendant des décennies, entraînant leur royaume dans un bain de sang. Frédégonde n'est pas une adversaire ordinaire. Cette femme, dont on ignore les origines exactes, compense son absence de naissance par une intelligence redoutable et une cruauté sans limite. Elle transforme l'art de l'assassinat en véritable science politique. Son mode opératoire est toujours le même: faire éliminer ses ennemis par des seekers en évitant de laisser des preuves. Elle recrute ses tueurs dans les bas-fonds, leur promet monts et merveilles, puis s'arrange pour qu'ils disparaissent après avoir accompli leur mission. Ainsi, les témoins gênants n'existent plus. La guerre entre les 2 reines tourne d'abord à l'avantage de Sigebert et Brunehaut. En 575, les troupes austrasiennes remportent victoire sur victoire. Chilpéric est acculé, ses soldats désertent en masse. Sigebert marche sur Paris, la capitale symbolique du royaume franc. Sa victoire semble assurée quand les soldats de Chilpéric le proclament leur roi.
C'est alors que Frédégonde joue sa carte maîtresse. Elle recrute 2 sicaires, leur enduit les lames de leur scramasax, ces glaives de combat dont le nom donnera le verbe massacrer, d'un poison violent, et les envoie assassiner Sigebert. Profitant de la confusion qui règne dans le camp, austrasien en liesse, les tueurs approchent le roi et le poignardent à Vitry-en-Artois. Sigebert s'effondre, le poison agit rapidement. En quelques minutes, le roi d'Austrasie agonise sous les yeux de ses soldats stupéfaits. La victoire se transforme en catastrophe. L'armée austrasienne, privée de son chef, se débande. Brunehaut se trouve à Paris avec son fils Childebert, âgé de 5 ans, quand elle apprend l'assassinat de son mari. Elle comprend immédiatement qu'elle est en danger mortel. Chilpéric et Frédégonde ne laisseront pas échapper l'occasion de se débarrasser définitivement de leur principal ennemi. Dans la panique générale, Brunehaut organise l'évasion de son fils. Ses fidèles dissimulent l'enfant dans une corbeille et l'évacuent de Paris en le descendant par une fenêtre à l'aide de cordes. Childebert parvient à rejoindre Metz, où il est proclamé roi d'Austrasie sous la protection de son oncle Gontran. Brunehaut n'a pas cette chance. Capturée par les soldats de Chilpéric, elle est emmenée prisonnière à Rouen. Le roi de Neustrie savoure sa revanche. Cette femme orgueilleuse qui a osé défier son autorité et faire la guerre à son royaume va maintenant connaître l'humiliation. Mais Brunehaut refuse de se laisser abattre. Même prisonnière, elle conserve sa dignité royale et son intelligence politique. À Rouen, elle rencontre Mérovée, l'un des fils que Chilpéric a eu de sa première épouse Odover. Ce jeune homme de 20 ans est en froid avec son père, qu'il a écarté de la succession au profit des enfants que lui donne Frédégonde. Brunehaut voit immédiatement le parti qu'elle peut tirer de cette situation. En épousant Mérovée, elle peut retourner la situation à son avantage. Ce mariage ferait de son nouveau mari un allié naturel contre Chilpéric et Frédégonde, tout en lui donnant une nouvelle légitimité politique. Le mariage a lieu en 576 dans la discrétion. Quand Chilpéric l'apprend, il entre dans une colère noire. Non seulement Brunehaut a échappé à sa vengeance, mais elle a réussi à retourner son propre fils contre lui. Pour punir cette trahison, il fait tonsurer Mérovée, ce qui dans la tradition franque équivaut à l'exclure de la succession royale. Mais ce châtiment ne suffit pas à Frédégonde. Elle organise l'assassinat de Mérovée l'année suivante. Le jeune homme est retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. Officiellement, il s'agit d'un suicide. En réalité, les sicaires de la reine de Neustrie ont encore frappé. Veuve pour la seconde fois, Brunehaut parvient à s'échapper et rejoint son fils Childebert II en Austrasie. Elle a maintenant 30 ans et toute la haine du monde contre Frédégonde. La mort de Mérovée a démontré qu'aucun compromis n'est possible avec sa rivale. Childebert II n'a que 15 ans quand il est proclamé majeur en 585. Dans les faits, c'est sa mère Brunehaut qui exerce le pouvoir. Cette situation inhabituelle, une femme dirigeant un royaume franc, choque profondément l'aristocratie austrasienne. Les grands seigneurs, habitués à mépriser les femmes, supportent mal d'être gouvernés par une reine, même régente. Brunehaut doit faire preuve d'une autorité de fer pour s'imposer. Elle n'hésite pas à faire exécuter les nobles qui la défient ouvertement. Quand l'évêque de Reims Égidius et le duc Gontran Boson tentent de limiter son pouvoir, elle les fait arrêter. L'un des proches d'Égidius, Ursion, ose même la menacer directement. « Éloigne-toi de nous, femme. Maintenant, c'est ton fils qui règne. Éloigne-toi pour que les sabots de nos chevaux ne t'écrasent pas sur leur passage. » Ces menaces ne font que renforcer la détermination de Brunehaut. Elle comprend que sa survie politique dépend de sa capacité à moderniser le royaume et à imposer l'autorité royale face aux particularismes locaux. Contrairement à ce que prétendent ses détracteurs, Brunehaut n'est pas seulement une femme assoiffée de pouvoir. C'est une véritable visionnaire politique qui tente d'apporter la civilisation romaine dans un monde barbare. En 587, elle obtient un succès diplomatique majeur en scellant le traité d'Andelot avec son beau-frère Gontran, roi de Bourgogne. Cet accord prévoit qu'en cas de décès de l'un des deux souverains sans héritier mâle, l'autre récupérera automatiquement son royaume. C'est un moyen habile d'écarter Clotaire II, le fils de Frédégonde, de la succession. Quand Gontran meurt en 592,
Childebert II hérite comme prévu du royaume de Bourgogne. Bruno se retrouve de fait à la tête de deux royaumes, l'Austrasie et la Bourgogne. Elle contrôle maintenant plus de la moitié du monde franc. C'est alors qu'elle lance ses grandes réformes. En 595, elle rédige la Décrétion de Childebert, un texte révolutionnaire qui réorganise complètement l'administration du royaume. Cette réforme modifie la loi, salique, structure la justice, organise la sécurité et impose une fiscalité moderne inspirée du système romain. Brunehaut s'attaque aussi à la restauration du réseau routier. Les voies romaines, laissées à l'abandon depuis des décennies, sont remises en état. Elle fait construire de nouveaux ponts, restaurer les aqueducs et réorganiser le système postal. Ces travaux facilitent les échanges commerciaux et renforcent l'unité du royaume. La reine s'appuie sur l'Église catholique et les anciens sénateurs gallo-romains pour mener ces réformes. Elle nomme des évêques compétents, encourage l'éducation et protège les monastères. L'évêque Siagrus d'Autun devient l'un de ses plus proches conseillers. En 596, Childebert II meurt brutalement à l'âge de 26 ans. Les circonstances de sa mort sont suspectes. Empoisonnement probable, peut-être orchestré par Frédégonde, qui voit d'un mauvais œil les succès de sa rivale. Cette mort laisse Bruno face à un dilemme terrible. Childebert laisse deux fils mineurs, Théodebert II, qui hérite de l'Austrasie, et Thierry II, qui reçoit la Bourgogne. À 60 ans, la reine doit assurer la régence de ses petits-fils. Au début, tout se passe bien. Les deux frères font cause commune contre Clotaire II et remportent des victoires retentissantes en 600 et 604. Frédégonde meurt en 597, apparemment de mort naturelle, ce qui prive la Neustrie de son principal atout politique. Mais progressivement, les relations entre les deux frères se dégradent. Théodebert II et Thierry, eux commençant à se jalouser mutuellement. Chacun estime que l'autre a reçu la meilleure part de l'héritage. Les disputes de territoire dégénèrent en véritable guerre fratricide. Brunehaut assiste, impuissante, à cette autodestruction familiale. Elle tente de réconcilier ses petits-fils, mais ses efforts se heurtent à l'orgueil et à l'ambition des deux jeunes rois. L'Alsace devient l'objet de leur querelle principale. Thierry II la revendique, Théodebert II refuse de la céder. En 610, la guerre éclate entre les deux frères. Bruno, déchiré, finit par choisir le camp de Thierry II, qu'elle juge plus proche de ses idées réformatrices. Cette décision lui aliène définitivement une partie de l'aristocratie austrasienne qui reproche à la vieille reine de favoriser la Bourgogne au détriment de l'Austrasie. Le conflit se termine par la victoire de Thierry II. Théodebert II est fait prisonnier et exécuté à Chalon-sur-Saône en 612. Pour Bruno, c'est une victoire à la Pyrrhus. Elle a certes conservé le pouvoir, mais au prix du meurtre de son petit-fils. Cette tragédie familiale entache définitivement sa réputation. En 613, Thierry II meurt à son tour, à l'âge de 26 ans. Comme son frère et son père avant lui, sa mort est suspecte. Empoisonnement, maladie foudroyante. Personne ne le sait vraiment, mais l'entourage de la reine commence à murmurer qu'elle porte malheur à sa famille. Thierry II laisse 4 fils, tous mineurs. Bruno, âgée de 66 ans, se retrouve une fois de plus régente. Cette fois, elle choisit de concentrer le pouvoir sur un seul héritier, Sigebert II, âgé de 12 ans, qu'elle fait couronner roi d'Austrasie et de Bourgogne. Cette décision provoque la révolte ouverte de l'aristocratie austrasienne. Les hommes, grands seigneurs, en ont assez de cette vieille reine qui prétend gouverner à leur place depuis plus de 30 ans. Ils estiment qu'une femme, fût-elle de sang royal, n'a pas le droit de diriger des hommes. Warnacher, le maire du palais d'Austrasie, prend la tête de la rébellion. Cet homme puissant, qui contrôle l'administration du royaume, reproche à Bruno d'être la cause du désordre général en Austrasie. Il fédère autour de lui tous les mécontents, les nobles qui supportent mal l'autorité royale, les évêques hostiles aux réformes, les anciens partisans de Théodebert II qui n'ont pas pardonné sa mort. Les conjurés contactent secrètement Clotaire II, le roi de Neustrie. Ce dernier, âgé de 29 ans, attend depuis des années l'occasion de venger sa mère Frédégonde et de réunifier le royaume franc sous son autorité. L'offre des nobles austrasiens est inespérée. Ils sont prêts à lui livrer Bruno
et Sigebert II en échange de la garantie de conserver leurs privilèges. Clotaire accepte immédiatement. Il rassemble une armée et marche sur l'Austrasie au printemps 613. Bruno tente de mobiliser ses troupes pour résister, mais c'est un échec total. Ses soldats, achetés ou intimidés par les conjurés, désertent en masse ou refusent de combattre. Face à cette débandade, Bruna comprend que tout est perdu. Accompagnée du jeune Sigebert II et de quelques fidèles, elle fuit vers le Jura suisse dans l'espoir de trouver refuge chez des alliés. Mais même cette retraite lui est interdite. Herpon, le connétable de l'armée de Neustrie, la rattrape avec ses cavaliers près de la frontière. La vieille reine, épuisée par la fuite, est capturée sans résistance. Sigebert II, terrifié, est arraché à ses bras. Clotaire II savoure sa revanche. Cette femme qui a défié sa famille pendant 45 ans, qui a fait assassiner son père Chilpéric, du moins le pense-t-il, qui a humilié sa mère Frédégonde, est enfin entre ses mains. Il peut assouvir la haine familiale qui le ronge, depuis l'enfance. Le jeune Sigebert II et son frère Cramen sont exécutés sans procès. Clotaire II ne prend même pas la peine de justifier ses meurtres d'enfants. Dans la logique de la fête germanique, tous les descendants de l'ennemi doivent disparaître pour éviter de futures vengeances. Bruno, elle, va connaître un sort bien pire que la mort rapide. Clotaire II veut faire de son exécution un spectacle exemplaire qui marquera les esprits et dissuadera quiconque de défier son autorité. Clotaire II organise un procès public à Renève. Cette assemblée de guerriers et de nobles austrasiens ralliés doit légitimer la condamnation de Bruno. Mais tout le monde sait que le verdict est déjà écrit. Le roi de Neustrie accumule les accusations contre la vieille reine. Il la rend responsable de la mort de 10 rois, liste qui inclut aussi bien des souverains régnants que de simples fils de rois. Parmi les victimes supposées figurent Sigebert Ier, son propre mari, Mérové, qu'elle a épousé, Chilpéric Ier, le père de Clotaire, Childebert de Codeux, son fils, Théodebert II et Thierry Toudeuse, ses petits-fils. Ces accusations sont en grande partie fantaisistes. Bruno n'a certainement pas tué son mari ni ses enfants. Pour certains autres décès, sa responsabilité est douteuse ou indirecte. Mais dans l'atmosphère de vengeance qui règne, personne ne se soucie de la vérité historique. Le plus révélateur, c'est que Clotaire II attribue à Bruno des crimes commis par sa propre mère Frédégonde. L'assassinat de Sigebert Ier, par exemple, est indubitablement l'œuvre de la reine de Neustrie. En reportant la responsabilité sur Brunhau, Clotaire blanchit rétroactivement sa mère et transforme Frédégonde en victime innocente. La condamnation est prononcée à l'unanimité. Bruno est déclaré coupable de haute trahison, de régicide multiple, et de tous les maux qui ont frappé le royaume franc depuis 40 ans. Elle est condamnée à la déchéance royale et à la mort par supplice. Clotaire II veut que l'exécution de Brunhau efface jusqu'au souvenir de son règne. Pour cela, il ressuscite un rituel d'humiliation pratiqué dans l'Empire romain pour sanctionner les usurpateurs et les souverains devenus indésirables. La première étape consiste à dépouiller Bruno de tous ses attributs royaux. On lui arrache ses vêtements de reine, ses bijoux, sa couronne. La femme qui a régné pendant 33 ans sur les Francs se retrouve nue devant ses bourreaux, puis commence un calvaire de 3 jours. Bruno, âgé de 66 ans, est livré aux exactions de l'armée de Clotaire II. Les soldats la battent, la violentent, crachent sur elle, l'insultent. Cette femme qui commandait jadis à des milliers d'hommes devient le jouet de la soldatesque. Pour ajouter à l'humiliation, Clotaire fait promener Bruno dans le camp, juché sur un chameau. Cet animal, considéré comme ridicule et exotique, est choisi spécifiquement pour rabaisser la dignité de l'ancienne reine. Pendant des heures, elle traverse les rangs de l'armée sous les quolibets et les insulte. Cette mise en scène n'est pas gratuite. Dans l'esprit de Clotaire II, il s'agit de démontrer que Dieu a retiré sa protection à Bruno. Si elle était vraiment reine légitime, elle devrait avoir autorité sur les animaux et les éléments. Le fait que le chameau accepte de la porter prouve qu'elle n'est plus qu'une femme ordinaire, indigne du trône. Au bout de 3 jours de supplice, Brunhau vit encore. Sa résistance physique étonne ses bourreaux,
cette vieille femme de 66 ans, qui a subi des sévices inimaginables, refuse de mourir. Clotaire II décide alors de passer à l'exécution proprement dite. La méthode choisie est particulièrement atroce. Les bourreaux attachent Brunehaut par les cheveux, un bras et une jambe à la queue d'un cheval indompté. L'animal, rendu, furieux par les aiguillons et les cris des soldats, se cabre et part au galop. Le corps de Brunehaut, traîné au sol, subit des chocs terribles. Les sabots du cheval la frappent, les pierres du chemin la lacèrent, les branches des arbres la déchirent. Peu à peu, ses membres se disloquent sous la violence des à-coups. Cette exécution a une dimension symbolique profonde. Dans la conception médiévale du pouvoir, le roi ou la reine commande aux animaux par la grâce de Dieu. Si le cheval refuse d'obéir à Brunehaut et la tue, c'est la preuve que Dieu a retiré son soutien à l'ancienne souveraine. Le règne de Brunehaut devient ainsi illégitime rétroactivement. Après plusieurs minutes d'agonie, Brunehaut rend son dernier souffle. Son corps, brisé et sanguinolent, est détaché de la queue du cheval. Mais Clotaire II n'en a pas fini avec sa vengeance. Pour achever la destruction symbolique de Brunehaut, Clotaire II fait brûler son cadavre sur un bûcher. Cette crémation, contraire aux usages chrétiens de l'époque, vise à empêcher toute vénération posthume. Pas de tombeau, pas de reliques, pas de pèlerinage. Brunehaut doit disparaître totalement de la mémoire collective. Pourtant, cette tentative d'effacement échoue partiellement. Quelques fidèles parviennent à récupérer des ossements et des cendres sur le bûcher. Ces restes sont transportés en secret à l'abbaye Saint-Martin d'Autun que Brunehaut avait fondée de son vivant. L'inhumation a lieu dans la discrétion. Les moines d'Autun, reconnaissant envers leur bienfaitrice, lui offrent une sépulture chrétienne décente. En 1462, ce tombeau sera même couronné d'une arcade avec une inscription dédiée à la mémoire de Brunehaut. Clotaire II, devenu seul maître du royaume franc, promulgue l'édit de Paris en 614. Ce texte, censé réconcilier les différentes parties du royaume, fait en réalité de nombreuses concessions à l'aristocratie. Pour prix de leur trahison envers Brunehaut, les grands seigneurs obtiennent plus d'autonomie et l'hérédité des charges de maire du palais. L'héritage contradictoire, tyran ou visionnaire? La mort de Brunehaut marque un tournant majeur dans l'histoire de France. Avec elle disparaît la dernière tentative de maintenir un pouvoir royal fort dans la tradition romaine. Ses successeurs, affaiblis par les concessions accordées à l'aristocratie, ne parviendront plus jamais à retrouver cette autorité. L'historiographie médiévale, largement influencée par les vainqueurs, présente Brunehaut comme un monstre assoiffé de sang. Grégoire de Tours lui-même, pourtant protégé par la reine, adopte un ton très critique dans ses écrits. Cette légende noire perdurera pendant des siècles. Pourtant, un regard moderne sur le règne de Brunehaut révèle une réalité bien différente. Cette femme exceptionnelle a tenté d'apporter la civilisation dans un monde barbare. Ses réformes, administratives, judiciaires et économiques, étaient visionnaires. Son combat pour l'autorité royale contre l'anarchie féodale préfigurait celui des Capétiens, 4 siècles plus tard. La rivalité entre Brunehaut et Frédégonde, souvent présentée comme un simple duel de femmes jalouses, cache en réalité un conflit de civilisation. D'un côté, Brunehaut représente l'héritage romain, État structuré, justice codifiée, culture lettrée. De l'autre, Frédégonde incarne la barbarie franque, violence gratuite, assassinat politique, mépris du droit. La mort de Brunehaut a des conséquences dramatiques pour l'avenir du royaume franc. En supprimant la dernière défenseuse de l'autorité royale, Clotaire II ouvre la voie à la montée en puissance des maires du palais. Ces hauts fonctionnaires, censés servir le roi, deviennent progressivement les vrais maîtres du pouvoir. Les descendants de Clotaire II, les rois fainéants, ne règnent plus que de nom. Le véritable pouvoir appartient aux familles aristocratiques, comme les Pipinides, futurs Carolingiens. Cette évolution était exactement ce que Brunehaut avait tenté d'empêcher par ses réformes. En renforçant l'administration royale et en codifiant la justice, elle voulait rendre le roi indépendant des grands seigneurs.
Sa mort met fin à ce projet et livre le royaume à l'anarchie féodale. Pépin de Herstal, Charles Martel, Pépin le Bref, tous ces futurs fondateurs de la dynastie carolingienne profitent de l'affaiblissement du pouvoir royal consécutif à la mort de Brunehaut. Quand Pépin le Bref dépose le dernier mérovingien en 751, il ne fait qu'entériner une situation née 140 ans plus tôt avec l'exécution de la reine d'Austrasie. Pendant des siècles, Brunehaut reste dans la mémoire collective comme l'incarnation du mal féminin au pouvoir. Les chroniqueurs médiévaux, influencés par les préjugés de leur époque contre les femmes dirigeantes, reprennent et amplifient les accusations portées par Clotaire II. Cette image diabolique traverse les siècles. Au Moyen Âge tardif, Brunehaut devient un personnage de légende, une sorcière maléfique capable de commander aux démons. On lui attribue la construction de voies romaines qu'elle n'a jamais bâties, d'où l'expression « chaussée Brunehaut », encore utilisée dans certaines régions. La littérature romantique du XIXe siècle se saisit de cette figure tragique. Mais les auteurs de cette époque, marqués par les préjugés de leur temps, continuent de présenter Brunehaut comme une femme fatale, séduisante mais dangereuse. Elle devient l'archétype de la reine cruelle et manipulatrice. Il faut attendre le XXe siècle pour voir émerger une vision plus nuancée. Les historiens modernes, libérés des préjugés antiféministes de leurs prédécesseurs, réévaluent le règne de Brunehaut. Ils découvrent une femme d'État remarquable, visionnaire et courageuse. Bruno Dumézil, l'un des meilleurs spécialistes de l'époque mérovingienne, écrit « Le long massacre de Brunehaut, au lieu d'abolir sa mémoire, préserva son souvenir et laissa place à la constitution d'une légende. » Cette mort atroce, paradoxalement, a assuré l'immortalité de la reine. L'histoire de Brunehaut ne peut se comprendre sans la replacer dans le contexte de son époque. Le VIe siècle voit apparaître un phénomène unique dans l'histoire européenne, l'émergence de femmes dirigeantes dans un monde totalement masculin. Brunehaut n'est pas seule. Sa rivale Frédégonde exerce elle aussi un pouvoir réel en Neustrie. En Lombardie, la reine Théodelinde impose son autorité. À Byzance, l'impératrice Théodora gouverne l'Empire d'Orient aux côtés de Justinien. Ces femmes profitent des guerres civiles et des successions difficiles pour s'emparer du pouvoir. Cette situation exceptionnelle s'explique par les circonstances particulières de l'époque. Les royaumes barbares, encore mal stabilisés, connaissent de fréquentes crises dynastiques. Les rois meurent jeunes, souvent assassinés, laissant des héritiers mineurs. Dans ce contexte troublé, les reines douairières peuvent jouer un rôle politique majeur. Mais cette émancipation féminine reste fragile et temporaire. Elle suscite une réaction violente de la part de l'aristocratie masculine qui refuse de se laisser gouverner par des femmes. La mort atroce de Brunehaut marque la fin de cette parenthèse. Après 613, aucune femme ne parviendra plus à exercer un pouvoir souverain dans le monde franc avant les régences de la fin du Moyen Âge. Brunehaut et Frédégonde inventent un nouveau type de conflit, la guerre au féminin. N'ayant pas accès aux champs de bataille traditionnels, elles développent des stratégies alternatives basées sur l'intrigue, l'assassinat et la manipulation. Frédégonde excelle dans l'art de l'élimination ciblée. Elle monte de véritables réseaux d'espionnage et de tueurs à gages. Ses victimes sont toujours choisies avec soin. Un roi ennemi, un noble gênant, un prétendant rival. Chaque meurtre répond à un objectif politique précis. Brunehaut, elle, privilégie la guerre diplomatique et administrative. Elle utilise son érudition et sa connaissance du droit romain pour légitimer ses actions. Ces réformes ne sont pas seulement des mesures de modernisation, elles constituent des armes politiques pour affaiblir l'aristocratie rebelle et renforcer l'autorité royale. Les deux femmes maîtrisent parfaitement l'art de la communication politique. Elles savent utiliser l'Église, les évêques, les monastères pour diffuser leur propagande. Brunehaut se présente comme la protectrice de la civilisation contre la barbarie. Frédégonde se pose en défenseuse des traditions franques contre l'influence étrangère. Cette guerre de 40 ans change la nature même du conflit politique. Après Brunehaut et Frédégonde, les souverains européens comprennent que la violence ouverte ne suffit plus. Il faut aussi maîtriser l'intrigue,
l'espionnage, la propagande. Ces deux reines inventent la politique moderne. Au-delà de sa mort spectaculaire, Brunehaut mérite d'être jugé sur son œuvre politique. Ces réformes constituent l'une des tentatives les plus abouties de modernisation de l'État à l'époque mérovingienne. La décrétion de Childebert, promulguée en 595, révolutionne l'organisation judiciaire du royaume. Ce texte institue des tribunaux permanents, codifie les procédures, garantit le droit d'appel. Il introduit aussi des éléments du droit romain, plus équitable que la loi salique traditionnelle. En matière fiscale, Brunehaut tente d'instaurer un impôt régulier basé sur la richesse foncière plutôt que sur les pillages et les tributs de guerre. Cette réforme, inspirée du système fiscal byzantin, vise à donner au royaume des ressources stables et prévisibles. L'administration territoriale fait l'objet d'une attention particulière. Brunehaut nomme des comtes et des ducs compétents, souvent choisis dans l'aristocratie gallo-romaine cultivée plutôt que parmi les guerriers, francs illettrés. Elle crée aussi un système de contrôleurs royaux chargés de surveiller les administrations locales. La politique routière de Brunehaut révèle sa vision à long terme. En restaurant les voies romaines et en construisant de nouvelles routes, elle facilite non seulement les échanges commerciaux, mais aussi la circulation des ordres royaux et le déplacement des armées. Ces infrastructures renforcent l'unité politique du royaume. Ces réformes font de Brunehaut une précurseur. Ces innovations administratives ne seront véritablement reprises qu'à l'époque carolingienne, puis capétienne. Si ces projets avaient abouti, la France aurait peut-être évité les siècles d'anarchie féodale qui suivront l'effondrement mérovingien. Grégoire de Tours, le principal chroniqueur de l'époque, entretient des rapports complexes avec Brunehaut. Cette relation éclaire les contradictions de la société mérovingienne face au pouvoir féminin. Grégoire doit sa nomination à l'évêché de Tours au soutien de Brunehaut. La reine l'a choisi contre l'avis de l'aristocratie locale, impressionnée par sa culture et son intégrité. Pendant des années, l'évêque bénéficie de la protection royale contre ses ennemis. Pourtant, dans son Histoire des Francs, Grégoire adopte un ton ambigu envers sa protectrice. Il reconnaît son intelligence et sa culture, mais critique régulièrement ses méthodes autoritaires. Cette attitude reflète les préjugés de l'époque contre les femmes dirigeantes. Grégoire vit dans une société où l'autorité féminine est considérée comme contre nature. Même quand une femme gouverne bien, elle transgresse l'ordre divin qui réserve le pouvoir aux hommes. L'évêque de Tours, homme d'église avant tout, ne peut ignorer cette doctrine. Ses descriptions de Brunehaut oscillent le don entre l'admiration et la réprobation. Il loue son érudition mais condamne sa cruauté. Il reconnaît l'efficacité de ses réformes mais déplore qu'elles soient l'œuvre d'une femme. Cette ambivalence traduit les tensions de son époque. Le témoignage de Grégoire reste néanmoins précieux. Malgré ses préjugés, il nous transmet une image nuancée de Brunehaut, loin de la diabolisation totale que pratiquent les chroniqueurs postérieurs. Ces Histoires des Francs constituent notre principale source sur cette période. La tragédie de Brunehaut s'inscrit dans une Europe en pleine transformation. Le VIe siècle voit l'effondrement définitif de l'ordre antique et l'émergence d'un nouveau monde, celui du Moyen-Âge naissant. L'Empire romain d'Occident a disparu depuis un siècle, mais son héritage survit de manière fragmentée. À Byzance, Justinien tente de restaurer l'Empire dans sa grandeur passée. En Gaule, les rois francs se partagent l'héritage gallo-romain. En Espagne, les Wisigoths maintiennent une administration sophistiquée. Cette période de transition génère des tensions considérables. Les élites gallo-romaines, attachées à la civilisation antique, s'opposent aux aristocraties barbares qui privilégient les traditions guerrières. Le christianisme, religion nouvelle, peine à s'imposer face aux survivances païennes. Brunehaut incarne cette civilisation gallo-romaine en déclin. Éduquée dans la tradition wisigothique, elle-même héritière de Rome, elle tente d'imposer un modèle politique dépassé à une société en mutation. Son échec annonce le triomphe du monde féodal. Frédégonde, au contraire, représente l'avenir. Une société fondée sur la force brute, l'opportunisme et le mépris des institutions. Sa victoire posthume, par l'intermédiaire de son fils, Clotaire II, marque l'entrée définitive de l'Europe dans l'âge sombre du Haut Moyen Âge.
Le conflit entre les deux reines dépasse donc largement leur rivalité personnelle. Il symbolise l'affrontement entre deux conceptions du monde, l'héritage antique et la barbarie médiévale. La mort de Brunehaut sonne le glas de la première. Après la mort de Brunehaut, la dynastie mérovingienne entre dans une phase de déclin irréversible. Clotaire II, malgré sa victoire, ne parvient pas à restaurer durablement l'autorité royale. Son fils Dagobert Ier, 629-639, connaît un règne brillant, mais bref. Il réussit temporairement à imposer son autorité, mais sa mort relance les guerres civiles. Ses successeurs, les fameux rois fainéants, ne gouvernent plus que de nom. Le véritable pouvoir passe aux maires du palais, ces hauts fonctionnaires qui dirigent l'administration royale. La famille des Pipinides, futurs carolingiens, monopolise progressivement ces charges cruciales. Pépin de Herstal, Charles Martel, Pépin le Bref se transmettent le pouvoir de père en fils. Cette évolution était prévisible dès 613. En accordant l'hérédité des charges aux grands seigneurs pour prix de leur trahison envers Brunehaut, Clotaire II a hypothéqué l'avenir de sa dynastie. Ses descendants paieront cette erreur de leur trône. L'ironie de l'histoire veut que Brunehaut, accusé d'avoir causé la ruine du royaume, soit en réalité la dernière à avoir tenté de le sauver. Ces réformes visaient précisément à empêcher la montée en puissance de l'aristocratie. Sa mort ouvre la voie à cette féodalisation qu'elle combattait. En 751, quand Pépin le Bref dépose Childéric III, le dernier, mérovingien, il ne fait qu'entériner une situation née 140 ans plus tôt dans les plaines de Renève. La mort de Brunehaut marque véritablement la fin de la première dynastie royale française. Brunehaut voulait passer à la postérité, non comme une grande reine réformatrice. Le destin en a décidé autrement. Elle est devenue immortelle par sa mort atroce. Cette fin tragique a paradoxalement assuré sa survie dans la mémoire collective. Peu de souverains de l'époque mérovingienne sont encore connus du grand public. Qui se souvient de Caribert Ier ou de Gontran? Mais Brunehaut, grâce à son supplice spectaculaire, a traversé les siècles. Son nom évoque immédiatement l'image terrifiante d'une vieille femme écartelée par un cheval. Cette immortalité macabre lui rend peut-être justice. Dans un monde qui refuse aux femmes le droit de gouverner, seule une mort exceptionnelle pouvait faire accepter l'idée qu'une reine ait vraiment régné. L'atrocité du châtiment prouve rétroactivement la réalité du pouvoir. Brunehaut rejoint ainsi le panthéon des figures tragiques de l'histoire de France. Comme Jeanne d'Arc brûlée vive ou Marie-Antoinette guillotinée, elle incarne le destin cruel des femmes de pouvoir dans une société masculine. Sa mort devient le symbole de toutes les violences exercées contre les femmes qui osent défier l'ordre établi. Aujourd'hui encore, quand on évoque les reines sombres du Moyen Âge, le nom de Brunehaut vient immédiatement à l'esprit. Cette femme exceptionnelle, qui a régné pendant 33 ans sur les royaumes les plus puissants d'Europe, qui a tenté de moderniser l'État et de préserver la civilisation antique, reste dans la mémoire collective pour ses dernières minutes d'agonie. Cette distorsion mémorielle révèle les préjugés profonds de notre société. Nous retenons plus facilement la souffrance d'une femme que ses accomplissements politiques. L'histoire de Brunehaut nous questionne sur notre rapport au pouvoir féminin et sur la manière dont nous transmettons la mémoire du passé. Peut-être est-il temps de redécouvrir Brunehaut autrement que par sa mort. Cette reine visionnaire, qui a anticipé de plusieurs siècles les réformes de Philippe Auguste et de Saint Louis, mérite d'être jugée sur son œuvre plutôt que sur son supplice. Son véritable héritage n'est pas dans les plaines sanglantes de Renève, mais dans les institutions qu'elle a créées et les routes qu'elle a tracées. 1600 ans après sa mort, Brunehaut nous parle encore. Son histoire résonne avec les défis de notre époque. Comment concilier tradition et modernité? Comment une femme peut-elle exercer le pouvoir dans un monde hostile? Comment préserver la civilisation face à la barbarie? Ces questions, que se posait déjà la princesse Wisigothe devenue reine des Francs, restent d'une actualité brûlante. En cela, Brunehaut n'appartient pas seulement au passé. Elle éclaire notre présent et interroge notre avenir.